Je vous remercie. Je remercie beaucoup l'association PEA pour l'organisation de cet événement à tout point de vue réussi, que ce soit pour la tenue des conférences, les lieux qui sont parfaitement agencés et les verrés qui vont avec. Bon. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler de personnalité juridique des animaux. La personnalité juridique des animaux, c'est un sujet qui est incontestablement un enjeu international, puisque on voit bien, on entend régulièrement parler dans les médias de tel procès qui donne lieu à la reconnaissance d'une personnalité des animaux, ou du moins de la reconnaissance des animaux en tant que sujet de droit non humain, notamment en Argentine. On entend évidemment les initiatives qui sont menées par le Non-Human Rights Project avec Stephen Wise, quelque chose dont on sent qu'il y a un véritable enjeu au niveau international. Et pourtant, dans des pays francophones comme la France, sans doute la Suisse aussi, on n'a pas l'impression que c'est un sujet porté spécialement par les militants, par les associations. Or, le problème, c'est que, comme on le dit, certains pays suivent avec un peu de retard ce qui se produit dans d'autres pays. Donc, si on ne discute pas de ça, si on ne s'intéresse pas à cette question, il y a un risque à un moment d'être face à un phénomène qu'on ne comprend pas vraiment, dont on ne saisit pas les tenants, les aboutissants, les véritables enjeux, et donc d'être, en tant qu'associatif, militant ou autre, un petit peu désemparé, dépourvu quand des questions de ce genre vont se poser. C'est un petit peu le but de mon intervention que d'expliciter, de mon point de vue évidemment, qui est un point de vue qui est le mien, qui serait sans doute contestable par d'autres points de vue, en tout cas de tenter d'expliciter les enjeux qui tournent autour de la question de la personnalité juridique des animaux, sachant que moi, je le fais dans une démarche abolitionniste. Alors, qu'est-ce que j'entends par abolitionniste? Tout simplement le fait de vouloir abolir la viande. Il ne faut pas chercher d'autres sens que celui-là dans mes interventions quand je parle du terme abolitionniste. Donc l'idée, c'est, pour un abolitionniste, comme moi, comme sans doute beaucoup de personnes ici dans cette salle, en quoi la personnification des animaux est un enjeu utile, en quoi ça peut représenter un intérêt pour l'antispécisme, l'égalitarisme, l'abolitionnisme, etc. Alors, une chose qui n'échappe à personne, c'est qu'a priori, quand on parle de personnalité des animaux dans d'autres pays, ou quand on parle d'initiatives tendant à la reconnaissance de cette personnalité, ça ne concerne jamais les animaux que l'on mange. Ça ne concerne ni les vaches, ni les cochons, ni les poules, ni les poissons. C'est en général certains animaux comme les grands singes, les dauphins, avec une tentative de personnification en Roumanie. Ça peut être les orques, ça peut être les ours. On a récemment entendu parler d'une personnification qui aurait eu lieu pour un ours. Bon. Mais on ne parle pas de ces animaux-là. Or, ce sont les animaux qui nous intéressent, nous, en tant qu'abolitionnistes. Parce qu'on s'intéresse à tous les animaux, aussi bien les grands singes que les vaches. Mais un antispéciste abolitionniste a à cœur quand même de mettre fin à la situation qui concerne le plus grand nombre d'animaux en termes de souffrance, violation d'intérêt à vivre. Et là, on est évidemment sur la question de l'élevage, de la pêche, etc., ce genre de choses. Alors, ce que je vais essayer d'abord de clarifier, c'est que signifie personnifier juridiquement les animaux. Une petite nuance déjà, on parle de personnification juridique. Pour ce qui est d'une personne au sens philosophique du terme, c'est quelque chose qui ne nous intéressera pas ici, pour la simple et bonne raison que quand vous personnifiez un être, vous ne vous posez pas la question, il n'y a pas de lien de cause à effet entre le concept philosophique et le concept juridique. Par exemple, comme le disait un intervenant hier, si on dit que la personne, c'est avoir l'autonomie morale, bon, très bien, ça n'empêchera pas des humains non paradigmatiques d'avoir une personnalité juridique. Le droit ne l'interdit pas. Donc on s'intéresse à la personnification juridique des animaux. Que signifie attribuer aux animaux une personnalité juridique? Est-ce que quand on attribue aux animaux une personnalité juridique, quand on en fait des personnes juridiques, cela signifie leur attribuer des droits fondamentaux? Parce que souvent on relie les deux. On dit on va étendre par exemple les droits de l'homme, comme le veut le projet Grand Singe, aux animaux. Donc on va dire, avoir des droits fondamentaux, comme le droit à la vie, c'est la même chose qu'être une personne. Alors ça, c'est la première
erreurs juridiques au niveau du concept juridique que je vais essayer de faire apparaître pour que justement on ne tombe pas dans un piège pour l'abolitionniste qui consisterait à confondre les deux. Alors, pourquoi il faut séparer les personnes, le concept de personne juridique et le concept de droits fondamentaux? PEA, une association très efficace, et qu'on remercie encore, est une personne, normalement. Enfin, si elle est immatriculée, si elle a suivi un certain nombre de règles procédurales, c'est une personne. Est-ce que pour autant PEA a le droit de vivre? A priori, non. Si vous décidez que la personne PEA va être dissoute, ou notre association, eh bien, vous n'allez pas être poursuivi pour meurtre. Hein. Il n'y a pas de droit à la vie des associations, qui sont pourtant des personnes. On parle de droits et de personnes. Alors, la question est pourquoi? Pourquoi certaines personnes ont des droits fondamentaux et d'autres personnes n'ont pas ces droits fondamentaux? Ma réponse est la suivante, ce n'est pas une réponse très originale, mais je pense que c'est une réponse qui est utile. C'est que les personnes comme vous et comme moi, les personnes qu'on appelle en droit les personnes physiques, sont entre guillemets, des vraies personnes. Pas des vraies personnes au sens juridique, parce qu'au sens juridique, il n'y a pas de vraies et de fausses personnes. Si j'ai un procès avec une personne juridique, une personne morale, je ne vais pas gagner mon procès au seul motif que je suis une vraie personne. On se rend compte là de l'égalité qu'il y a entre une personne morale et une personne physique à l'occasion de ce genre de procès. Hein. Pas de vraies et de fausses personnes en droit, mais des vraies et des fausses personnes, peut-être en un sens qui n'est pas juridique, un sens, disons, ontologique. Qu'est-ce que la vraie personne? Eh bien, la vraie personne, c'est la personne physique. La personne qui n'a pas cette réalité-là, c'est la personne qu'on dit morale, tout simplement. Donc vous voyez, c'est déjà un premier niveau de complexification. On parlait de personnes et on se retrouve avec deux types de personnes, personnes morales, personnes physiques. Certaines ont des droits fondamentaux, dont d'autres, a priori, n'en ont pas. Et pourquoi elles n'en ont pas? Parce qu'on ne ressent pas un besoin de leur donner ces droits fondamentaux, parce que ce ne sont pas des vraies personnes. Parce qu'on pourrait le faire. Hein. On pourrait très bien donner des droits le droit de vivre à une association. Le droit ne nous en empêche pas. Le droit n'exige pas qu'il y ait une correspondance entre l'ontologie naturelle, disons, et l'ontologie juridique. Le droit permet à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Depuis l'Antiquité, le droit repose notamment sur ce qu'on appelle la fiction juridique, qui permet tout ce que vous voulez. Alors, évidemment, quand on dit que les personnes morales ne sont pas des vraies personnes, il y a presque une sorte de parti pris qui pourrait être contesté, parce qu'il y a des auteurs, je pense notamment à Jacques Novikov, un auteur, un francophone russe du XIXe siècle, fin XIXe siècle, qui voyait les groupements humains comme des organismes vivants, doués d'une conscience, vraiment d'une manière plus radicale que, par exemple, la volonté générale de Rousseau. Pour lui, un corps social est un tout constitué de parties qui sont les êtres humains qui le composent. Et ce corps social est un être qu'on doit prendre vraiment en tant qu'être au sens propre du terme. Donc lui contesterait sans doute l'idée de dire que ce ne sont pas des vraies personnes. Mais en général, à part ces analyses un peu, disons, dissidentes, en général, je pense que n'importe qui dans cette salle dirait oui, il y a des vraies personnes, des fausses personnes, et en fonction de ce critère-là, qui n'est pas un critère juridique, mais un critère tenant à la réalité, le mode d'être de la personne en question. Alors, excusez-moi. Bon, donc j'essaie d'expliciter un petit peu ce concept et de permettre à chacun, j'espère, en ayant été le plus clair, j'espère possible, de comprendre que attribuer une personnalité aux animaux, ce n'est pas leur attribuer forcément des droits fondamentaux, ce n'est pas être dans le même champ de signification. Maintenant, la question, c'est pourquoi devons-nous personnifier les animaux? Hein, la première, c'était que signifie personnifier les animaux? Maintenant, on se demande pourquoi personnifier juridiquement les animaux? En général,
quand on parle de défense des animaux, y compris par le procédé de la personnification, on s'intéresse à la condition des animaux. On se demande comment améliorer cette condition physique concrète des animaux. Les animaux souffrent, on veut éviter de les faire souffrir. Les animaux ont un intérêt à vivre, ont une volonté. On ne veut plus tuer les animaux et violer leur intérêt à vivre et leur projet en tant qu'animaux. Les projets que les animaux ont, qu'ils soient humains ou non. Donc, il y a un but, je dirais, de protection des animaux dans l'idée de défense des animaux, de défense concrète des animaux. Est-ce que la personnification des animaux est un moyen privilégié de lutter pour l'amélioration de la condition concrète physique des animaux? La question elle se pose là. Ma réponse est absolument pas. Vous connaissez le juriste et philosophe Gary Franchon. Il dit depuis plusieurs années que la protection des animaux passe nécessairement par leur personnification juridique. C'est-à-dire donc pour lui le fait de ne pas être un bien. Si vous êtes une personne, vous n'êtes plus un bien. Ce qui est exact d'ailleurs. Être un bien, dit-il, c'est fatalement être soumis à l'intérêt de son propriétaire, tôt ou tard. Et moi je dis que c'est totalement faux, du point de vue de la logique juridique, au moins du point de vue de la logique juridique. Des auteurs de droit animalier comme Olivier Lebeau, il leur paraît évident que non, la personnification juridique des animaux n'est pas un moyen d'atteindre, de satisfaire, de servir cette lutte pour l'amélioration de la condition des animaux. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on peut distinguer deux manières dans le droit de protéger un être. Vous avez la protection subjective, la protection du sujet, là c'est la personnalité juridique, et vous avez la protection objective, en fait la protection de l'objet. Par exemple, cet objet peut avoir une protection objective. On peut très bien décider par une loi que ceux qui détruiront les pupitres seront condamnés, voilà, indépendamment de même contre le propriétaire à la limite. Donc vous avez deux manières de protéger les animaux, disons. Une par la personnalité juridique, qui est une protection subjective, protection du sujet, et l'autre par une protection objective, la protection de l'objet. Or, est-ce que le fait de protéger les animaux par une personnalité permet une protection que ne permet pas la protection objective? Eh bien non, en aucun cas. Toutes les protections que vous pouvez obtenir par une personnalité juridique, vous pouvez les obtenir par une protection objective. Donc par une loi qui n'attribue pas de personnalité, qui ne crée pas un sujet, qui ne dit pas ce pupitre est un sujet, il a des droits subjectifs. Simplement par une protection objective, la loi décide qu'on ne fait pas ça sous peine de... C'est tout. Alors, on peut objecter à ce que je viens de dire, qu'à partir du moment où il y a des limitations du droit de propriété, on est peut-être en présence d'une personnalité de fait. C'est-à-dire une personnalité qui n'est pas reconnue comme le droit encore, mais qui le sera à un moment. Par exemple, les personnes morales ont été reconnues tardivement comme des personnes, mais on peut supposer qu'avant cela, elles étaient des personnes, de fait, avant leur reconnaissance par la Cour de cassation. Mais, comment dire? Alors ça, c'est une interprétation que j'ai moi-même faite, à partir d'une analyse un petit peu anthropologique, un peu succincte. Je dis effectivement, il y a peut-être une personnalité de fait, déjà du fait des mesures de protection objective des animaux qui seraient plutôt à analyser comme une forme de droit subjectif des animaux. Mais c'est qu'une interprétation. Un auteur peut faire les interprétations qu'il veut, ça ne décrit pas forcément la réalité, c'est simplement une interprétation de la réalité. Or, il y a une autre interprétation qui, de mon point de vue, est tout aussi valable. Je n'ai jamais prétendu anéantir l'autre interprétation. C'est de dire que, par exemple, les chiens et les chats, dont la vie est protégée, puisqu'en droit français, eh bien, les chiens et les chats sont des choses protégées. Personne ne peut dire, d'un point de vue juridique, que les chats et les chats sont nécessairement des personnes. Déjà, ça se saurait, enfin, les juristes ne l'admettraient pas. Et donc, on peut l'interpréter en sens, mais on peut aussi l'interpréter en sens contraire et dire,
les chiens et les chats, bon, ne sont pas des biens, parce que maintenant ils sont seulement soumis au régime des biens depuis la réforme du Code civil, mais en tout cas relèvent plus ou moins du monde des choses ou d'un monde intermédiaire entre les choses et les personnes, mais en tout cas ne sont pas des personnes, n'ont pas des droits subjectifs. Et si on dit que les droits subjectifs c'est la personnalité, dans ce cas, non, ils n'ont pas des droits subjectifs, ils ne sont pas des personnes. Je prends un exemple pour un peu comprendre ça. L'auteur d'une dissertation, une sorte de thèse, en 1711, Nicolaus Kroc, avait un petit peu tenu cette thèse. Il disait que les animaux peuvent être des biens attribués aux humains par Dieu. Ce sont des biens. Mais cela ne nous donne pas forcément le droit de les tuer ou d'en faire un usage violent contre ces animaux, parce que ce n'est pas ce qu'a voulu Dieu. C'est un bien auquel est destiné un certain usage. Et qu'est-ce qui nous empêche de dire que les chiens et les chats sont simplement des biens destinés, ou des quasi-biens, destinés à un certain usage, c'est-à-dire qu'on nous interdit de les tuer, de les faire souffrir, parce que ce n'est pas l'usage qu'on doit faire de ces biens. Donc l'interprétation qui consiste à dire si les animaux sont des personnes de fait, vous voyez, se heurte à une autre interprétation qui ne semble pas pouvoir être évacuée. On est dans le domaine des interprétations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'interprétation, la seconde que je viens de donner, c'est-à-dire que les animaux relèveraient plutôt du domaine des biens ou du quasi-bien, c'est-à-dire d'un statut intermédiaire relevant du régime des biens, comme le dit le Code civil, ce qui est un peu quand même obscur, il faut le reconnaître. Eh bien, cette interprétation-là, elle est conforme tout simplement au verbatim de la loi, de la jurisprudence, du droit en général, quoi. Le droit ne dit pas ce sont des personnes, le droit ne dit pas ils ont des droits subjectifs. Donc, quelle est la conclusion de ça? Je vous avais dit au début, pourquoi personnifier les animaux? On se posait la question, est-ce que c'est pour améliorer leurs conditions? A priori, non. On peut atteindre par la protection objective la même amélioration de la condition animale que par la protection subjective. Je peux même vous dire qu'on pourrait atteindre une protection bien supérieure. Si demain, je dis que ce pupitre la destruction de ce pupitre est punie d'une peine de 40 ans de réclusion criminelle, contre 20 ans, par exemple, pour les humains, le droit ne vous l'interdit pas. Il n'y a aucun principe du droit qui vous dit non, non, ce n'est pas possible. Tout est permis. Alors on va nous dire, oui, mais quand même, vous voyez bien que les atteintes aux animaux sont moins réprimées. En droit français, par exemple, c'est 2 ans d'emprisonnement. L'humain, ça peut 30 ans, 20 ans. On peut imaginer qu'il y a quand même une forme de répression plus importante, quelque part, dans le fait d'être une personne par rapport à ne pas être une personne. C'est vrai, mais ça ne relève pas du droit, ça relève d'une volonté politique. Si vous dites il faut personnifier les animaux pour qu'ils aient le même niveau de protection, je dis très bien, mais vous pouvez obtenir ça aussi bien en luttant pour avoir une personnalité juridique que en luttant pour avoir une protection objective dont les peines sont aggravées. Et à la limite, qu'est-ce qui est le plus facile à obtenir même? Il y a des associations comme la Fondation 30 millions d'amis qui demandent l'aggravation des peines, peut-être parce qu'elles trouvent plus facile d'obtenir cette aggravation des peines dans le cadre d'une protection objective que dans le cadre d'une personnalité juridique. Donc voilà. Alors, je vais prendre quand même en compte une autre objection qui consisterait à dire oui, mais la personnification juridique des animaux, ça implique des mécanismes supranationaux de mise en œuvre de ce statut de personne juridique. Si vous avez les droits de l'homme, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui va défendre la Convention européenne des droits de l'homme. Alors on peut imaginer que les animaux bénéficieraient d'une protection moins contingente, moins dépendante des aléas du législatif, de l'ordre national, quoi. Mais là encore, ça ne tient pas la route, parce que avoir une Convention européenne des droits de l'homme, c'est avoir une convention. Or, il est possible d'avoir une convention internationale ou européenne qui va accorder une protection objective et cette protection objective va s'imposer à l'ordre national de la même façon que la protection subjective des droits de l'homme. Donc même là, on ne voit pas très bien pourquoi la personnalité juridique des animaux serait un moyen de réussir
à atteindre une amélioration de la condition des animaux au niveau physique qui soit supérieure à celle d'une protection objective. Pardonnez-moi. Cela dit, et là on arrive à un point que j'aimerais rendre évident et peut-être un petit peu avec une certaine honnêteté, dire voilà, c'est peut-être ça qu'on cherche, au fond, c'est peut-être ça que les animalistes cherchent quand ils poursuivent le but de la personnification juridique des animaux. C'est qu'il y a une autre chose qu'on peut obtenir. On a parlé de conditions physiques concrètes des animaux, mais il y a une condition, disons, symbolique des animaux. Il y a un statut des animaux dans nos sociétés. C'est peut-être ça, l'apport spécifique de la personnification juridique des animaux par rapport à la protection objective. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez distinguer les personnes physiques des personnes morales. Pourquoi on les distingue? Il y en a une qui a un mode d'existence qui est concret, matériel, disons, hein, la personne est là, on peut la toucher, alors que la personne morale, son mode d'existence est, disons, conventionnel, c'est comme un contrat, quoi. Il y a des débats sur la réalité, la fiction des personnes juridiques, mais là, on n'a pas besoin de voir ça. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour expliquer la différence entre les vraies personnes et les fausses personnes? Parce que si c'était juste une question de réalité matérielle, les animaux auraient une personnalité juridique, et peut-être même pas que. On voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vient se mettre en travers de la personnification juridique des animaux. Ce quelque chose d'autre qui fait qu'il y a des réticences que les gens, en tout cas certaines personnes, n'acceptent pas aussi facilement que les animaux aient une personnalité juridique. Ce n'est pas donc cette question de la réalité matérielle ou simplement conventionnelle. C'est, je crois, la charge, en termes cette fois de valeur, qui est associée à la personnalité. C'est-à-dire que la personnalité peut être porteuse de dignité. Point très important, la personnalité peut être porteuse de dignité. J'ai dit, petit aparté, je fais une petite parenthèse, j'ai dit que certaines personnes ne sont pas très favorables à la personnification juridique des animaux. Bon, ça, je pense, ça n'échappe à personne. Cela dit, il faut quand même relativiser la place de ces résistances-là. L'association que j'ai le plaisir d'animer avec d'autres a vérifié cette question de l'acceptabilité de la personnification juridique des grands singes, en l'occurrence, pour le grand public. On a fait un sondage en septembre 2016 qui posait la question « Êtes-vous favorable, pensez-vous, que les grands singes devraient se voir attribuer une personnalité juridique porteuse de droits, des droits fondamentaux comme le droit à la vie, on citait le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être emprisonné, des droits donc qui soient inhérents à leur dignité. » Alors, sachez que 80% des Français ont dit oui, sans aucune réserve, ce qui quand même permet un petit peu de relativiser certaines interventions qui semblent vouloir laisser penser que leur point de vue exprimerait celui des Français en général, ou d'autres pays. Voilà, ça reste à voir, ce sondage en tout cas nous donne des éléments plutôt dans le sens. Alors, donc je disais, si certains ne veulent pas attribuer de personnalité juridique aux animaux, et notamment aux grands singes, c'est parce qu'elle est porteuse de dignité. Qu'est-ce que ça implique? Si la personnalité juridique est porteuse de dignité, c'est que, par la personnalité juridique, vous allez obtenir quelque chose que vous n'obtenez pas par la protection objective. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut appeler ça? On va avoir une petite distinction terminologique que je vais vous demander de retenir. C'est toujours pénible les distinctions terminologiques, mais ça peut quand même aider, plutôt que répéter des longues phrases. Avec 2 mots, on s'y retrouve. Je vais appeler dignité substantielle la dignité qu'on va attribuer indépendamment de ce que dit le droit. Le droit peut reconnaître ou non une dignité, peu importe, on va nous, dans les mentalités simplement, reconnaître une dignité aux animaux. Appelons ça dignité substantielle. Maintenant, parlons de ce que le droit peut reconnaître. Eh bien, le droit peut reconnaître cette dignité substantielle sous la forme d'une dignité, disons, formelle. Appelons ça dignité formelle, c'est-à-dire la dignité que le droit exprime.
vous avez dans les mentalités la reconnaissance d'une dignité, ça ne veut pas dire que le droit va inscrire ça quelque part à un moment ou un autre, sous une forme ou une autre. Mais s'il le fait, on pourra dire qu'il y a une dignité formelle. Donc, quel pourrait être l'apport d'une personnalité juridique des animaux? Ce serait de passer peut-être d'une dignité substantielle à une dignité formelle. Alors, maintenant, revenons un petit peu à la question que je soulevais au début, c'est, on parle d'une dignité des animaux, et avec le terme animaux, on englobe des réalités très différentes. Le grand singe, les vaches, c'est pas, il y a des différences. Pas que des différences, certains diraient cognitives ou autres. Parce que le problème, c'est que comment voulez-vous attribuer une personnalité porteuse de dignité, donc une personnalité avec une dignité formelle, dignité formelle, dignité substantielle, comment voulez-vous reconnaître une dignité formelle aux animaux si vous les mangez, si vous les tuez? Quelle dignité peut être celle d'un animal qu'on envoie à l'abattoir? C'est facile de mettre le mot dignité dans un texte, mais la question est de savoir si c'est un simple mot vide, creux, ou si ça correspond à une réalité dans le droit lui-même. Si vous reconnaissez demain des droits à toutes les vaches, à tous les cochons, à toutes les poules, les poissons, etc., alors que leurs conditions ne changent pas, leurs conditions physiques, est-ce que vous croyez que vous allez obtenir une amélioration au niveau de leurs conditions symboliques? Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir dire les animaux sont dignes, ont une personnalité avec une dignité formelle, mais la situation est la même, 3 millions par jour dans les abattoirs en France? Non. Au mieux, on y verra une forme de personnification du type de celle des personnes morales, c'est-à-dire, OK, ils ont une personnalité, c'est peut-être une sorte d'artifice technique qui peut avoir certains intérêts, mais qui ne reflète pas une avancée au niveau de la condition symbolique, ou au pire, on y verra tout simplement un simulacre de la personnalité, voire la destruction même de l'idée de personnalité, si on dit que la personnalité qu'ont les animaux, c'est une personnalité comparable à celle des humains. Est-ce que demain, les humains pourront aussi avoir des droits ou avoir une personnalité et être tués? C'est absurde. Et ça c'est quelque chose de très important pour nous, parce que si on dit qu'avec la personnalité, on ne va pas obtenir une amélioration de la condition physique très différente de ce qu'on obtiendrait par la protection objective, alors on se retrouve un peu bloqué. On est antispéciste, on veut la fin des élevages, on veut l'abolition, et on ne peut pas l'attribuer à ces animaux, puisque, en fait, leur condition de fait l'interdit. Ma question, et l'enjeu est là, c'est comment on va faire, ou comment on peut concevoir les possibilités d'un effet favorable de la personnification de certains animaux par rapport à d'autres animaux. Encore une autre petite distinction, je vais distinguer entre les animaux dont la condition est rédhibitoire à l'octroi d'une personnalité, pour les raisons que je viens de donner. Une vache, on ne peut pas lui donner une personnalité, du moins une personnalité porteuse d'une dignité formelle. Eh bien, une vache, on ne peut pas lui donner cette personnalité sans anéantir même le concept de dignité formelle, parce que sa condition l'interdit. La condition de la vache est rédhibitoire à cette forme de personnification. Mais il y a des animaux dont la personnification n'est pas rédhibitoire, parce qu'on ne mange pas les grands singes, on ne mange pas les dauphins, on ne mange pas les éléphants, etc. Donc il y a des animaux qui peuvent être personnifiés et obtenir une personnalité forte, une personnalité qu'on appelle anthropomorphique, mais bon, peu importe. On peut obtenir donc une personnalité pour ces animaux avec une véritable dignité, une dignité formelle. Est-ce que ce qu'on obtiendrait pour les grands singes, ça aurait un intérêt pour les autres animaux, ou est-ce que, éventuellement, ça peut être nuisible? On peut se poser la question, il faut se poser la question. Donc je vais maintenant poser la question de l'impact d'une personnification des grands singes ou d'autres animaux à la condition non rédhibitoire sur les animaux à condition rédhibitoire. Ça m'amène à reformuler la question. J'ai dit pourquoi personnifier les animaux tout à l'heure. Maintenant, je pose la question pourquoi personnifier les grands singes, par exemple. Quand je parle de grands singes, vous avez compris que ça englobe tous les animaux dans la même situation que les grands singes, c'est-à-dire les animaux dont la condition n'est pas rédhibitoire à la personnification, porteuse de dignité. En quoi serait-il utile aux animaux dont la condition est rédhibitoire que les grands singes soient personnifiés? Alors on va faire une petite
traiter un point avant de rentrer dans ce débat-là. On peut aussi se poser la question de savoir si cette question est légitime, parce que peut-être que les grands singes ont le droit, entre guillemets, d'être personnifiés sans avoir eux-mêmes à être impactés par les conséquences positives ou négatives sur d'autres animaux. Quand vous attribuez des droits à une minorité humaine, hein, eh bien, vous ne vous demandez pas si cette minorité doit avoir ses droits selon le fait que d'autres en aient ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous attribuez une personnalité ou des droits, on va dire, à une communauté X, c'est parce que c'est dans l'intérêt de la communauté X, pas en fonction de la communauté Y. Alors, la question peut se poser par rapport aux singes. Si on nous dit qu'il est spéciste de personnifier les grands singes et pas d'autres animaux comme les vaches, par exemple, on peut répondre aussi qu'il est peut-être spéciste de ne pas le faire. Mais ce n'est pas un point sur lequel je vais insister, je fais juste la remarque en passant. Alors, on parle de la personnification juridique des grands singes et autres animaux dans la même situation, savoir si elle peut être nuisible ou utile. On va se poser des questions. Moi, je vais donner mes réponses. Je demande qu'à être réfuté. Évidemment, le but, c'est d'atteindre une vérité plus grande. Hein. Je n'ai pas la vérité sous le bras du tout. Je donne juste mon sentiment à partir de mon analyse. Et c'est un sentiment qui peut être dépassé. L'important, encore une fois, c'est là, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le strict cadre d'un débat d'idées philosophiques ou autre. On est sur le cadre d'une stratégie concrète pour la cause animale. Hein. Donc il y a des enjeux maintenant qui peuvent être... Je veux dire, si demain une association décide de personnifier les animaux et lui attribue une personnalité de type personne morale, ça impacte toute la cause animale. Donc ça, c'est des choses qu'un abolitionniste, pour reprendre le terme, doit savoir. Alors, est-ce que une personnification des grands singes peut être nuisible aux animaux que nous mangeons? Comme le dit Steve Sapolsky en 1993 dans le Great Ape Project, donc à propos de la personnification des grands singes, je le cite, hein, on échappe au chauvinisme humain que pour sombrer dans le chauvinisme humanoïde, ce qui ne fait pas beaucoup de différence. Traduction de Marc Rosenbaum, après pour la suite aussi, du livre édité par One Voice, le projet Grand Singe. Donc, le spécisme va être reconduit par la personnification juridique des grands singes, mais moins les grands singes, c'est-à-dire sur d'autres animaux qui forment quand même l'essentiel du massacre. Il faut quand même le dire. Donc, Sapolsky, comme le fera plus tard Gaël Franchon, hein, c'est bien connu, estime que le spécisme ne peut être vaincu qu'en substituant la sensibilité aux critères cognitifs élevés, hein, qui, pour Franchon, vont relever de la théorie de la similitude de la pensée, c'est-à-dire de dire, voilà, les grands singes sont personnifiés parce qu'ils ont des aptitudes comparables aux humains. Okay, mais est-ce que c'est ça le critère pertinent? Pourquoi une vache ne pourrait pas être personnifiée, même si elle n'a pas les aptitudes des grands singes? Donc, ce que Franchon dénonce, c'est en fait tout simplement il reproche au projet Grand Singe de renforcer la hiérarchie spéciste, c'est ces termes. Voilà donc la thèse contre. Moi, ce que je vais essayer de voir maintenant, c'est les limites de cet argument. Quand on parle de personnification des grands singes, automatiquement, peut-être de manière inconsciente, on se dit, oui, ils ont une personnalité parce qu'ils ont des aptitudes cognitives élevées. C'est la première idée qui vient à l'esprit, vous me l'accorderez. Mais est-ce que c'est une idée légitime? Non, encore une fois, c'est une interprétation. Quand vous personnifiez un grand singe, vous lui attribuez une personne, mais encore faut-il savoir selon quels critères. Alors Gary Franchon a raison d'attaquer le Great Ape Project, selon son propre raisonnement, sur l'idée qu'on les personnifie parce qu'ils ont ces aptitudes. Mais vous pouvez très bien concevoir que les grands singes soient personnifiés en fonction d'un autre critère. Prenons un exemple, moi c'est celui qui a ma préférence. Il y a une déclaration à Cambridge en 2012 qui dit que les animaux sont des êtres conscients. Ce n'est pas la déclaration des grands singes, c'est la déclaration des consciences des animaux. Bon, on peut très bien dire que les grands singes vont être personnifiés parce qu'ils ont une conscience. Ce qui n'exclut aucunement quelque animal que ce soit, en tout cas du point de vue de cette déclaration. Donc vous voyez, il n'y a pas de lien nécessaire entre grands singes et capacité cognitive élevée, même si, encore une fois, je le répète, dans le raisonnement Franchon par rapport au Great Ape Project, là c'est légitime, puisque le Great Ape Project lui-même a fait cette théorie de similitude de la pensée, c'est incontestable.
Alors vous allez me dire, ben d'accord, la déclaration de Cambridge attribue une conscience, enfin reconnaît une conscience à tous les animaux. Alors pourquoi voulez-vous personnifier les grands singes et pas les vaches? Quelque chose d'étrange. Si le critère, c'est la conscience, et si cette déclaration reconnaît une conscience à tous les animaux, dans ce cas-là, vous devez le reconnaître pour tous les animaux. Et c'est là que je vais donner mon argument, mon point de vue, encore une fois, qu'à être réfuté. Moi, je dis que si on personnifie les grands singes et pas les vaches, c'est pour une seule raison, en réalité. Et je pense que c'est la raison qui motive tous les gens qui militent pour la personnification des grands singes. Parce que, évidemment, Peter Singer, Paola Cavalieri veulent mettre un terme au spécisme et au meurtre en masse des animaux pour la viande. Il n'y a qu'une raison réellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la condition. On veut personnifier les grands singes parce que leurs conditions ne s'y opposent pas. On ne les mange pas, point. Et moi je dis, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi pas en faire le critère? Bon, disons-le, soyons honnêtes. Pourquoi parler de critères cognitifs? Ce qui compte finalement, c'est la condition. Soit on n'a pas envie d'attribuer une personnalité juridique des animaux, ce que je peux concevoir parce qu'on craint que ça va rabaisser d'autres animaux, mais si on le fait, alors qu'on est antispéciste, il faut être clair à un moment, il faut le dire. On va attribuer une personnalité juridique aux grands singes juste parce que leur condition n'est pas rédhibitoire, contrairement à celle des autres. Alors pourquoi cette option a ma préférence? Parce qu'elle n'est pas normative, justement. Vous ne dites pas tel animal a le droit à une personnalité parce qu'il a telle aptitude et tel autre n'y a pas droit. Vous dites simplement de fait, pas de droit, ce n'est pas normatif. De fait, ces animaux peuvent être personnifiés. Les autres ne le peuvent pas, vous ne pouvez pas les personnifier, sauf à détruire le concept même de personnalité. Et donc à être complètement vain dans votre démarche, puisque les gens n'attribueront, il n'y aura pas de dignité formelle dans le droit. Ça n'aura plus de sens. Vous n'avez pas créé une dignité des vaches subitement juste parce que vous attribuez une personne alors qu'on les envoie à les abattoirs. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Vous ne direz pas aux gens, les vaches ont une dignité parce que le droit le dit alors qu'on les tue. La condition des animaux, c'est le seul critère pertinent. Donc moi, je dirais qu'il y a deux critères pour la personnification, la condition et puis, on va dire, la sensibilité, si vous voulez, ou alors la conscience. La conscience, c'est très bien. De toute façon, a priori, quand vous avez une sensibilité, vous avez une conscience. Enfin, bon, c'est encore un débat. Alors, comme le dit Sapontis, parce que Sapontis est finalement favorable au GAP, au Greta Project, les idéaux mis à part, je le cite, ce qui détermine l'action à mener, ce sont les matériaux à partir desquels nous devons travailler à réaliser ces idéaux. Ces matériaux, pour Sapontis, ce sont les humains et le sentiment de proximité qu'ils ressentent à l'égard des grands singes. Et nous, nous pouvons dire que la proximité n'est pas ressentie, suffisamment en tout cas, n'est pas ressentie avec les autres animaux au point de ne pas les manger. C'est un fait. Ce n'est pas une norme. On ne déclare pas un devoir être, on reconnaît un état de fait. Ce n'est pas nous qui faisons la norme. C'est bien pour cela que nous ne pouvons pas les personnifier. Leur condition est le produit du matériau humain à partir duquel nous travaillons. Pourquoi pas le dire, encore une fois? Alors maintenant que j'ai dit comment attribuer une personnalité au grand singe sans être spéciste, disons, je vais quand même défendre le point de vue adverse, c'est-à-dire que je ne vais pas proposer ça comme une sorte d'alternative stratégique au Greta Project. Je vais dire finalement, ce n'est pas si grave de faire ce que fait le Greta Project quand il dit que les grands singes doivent être personnifiés parce qu'ils ont des capacités cognitives élevées. Ce n'est pas l'option qui a ma préférence. Je dis simplement que ce n'est pas quelque chose de dramatique pour les autres animaux, ce n'est pas nuisible aux animaux. Je vais vous dire pourquoi. Alors, on va essayer de distinguer deux questions. Quand les grands singes sont personnifiés sur la base de critères cognitifs qui supposaient être, en tout cas, plus élevés que les autres animaux, c'est à remettre en question, évidemment, il y a un chimpocentrisme, enfin, on étudie beaucoup les grands singes et forcément on trouve des choses qu'on ne cherche pas chez les autres, peut-être par spécisme aussi à un moment. Quand les vaches sont réputées stupides parce que ce sont des vaches et parce qu'on les mange, c'est la mentophobie, évidemment, on ne va pas trouver forcément des choses extrêmement intéressantes à dire, et pourtant,
on n'est pas... enfin, je veux dire, tous les jours, on en apprend sur l'intelligence des animaux autres que les grands singes. Donc déjà, c'est peut-être un biais aussi. Donc on va distinguer deux choses. Est-ce que la personnification des grands singes sur la base de critères cognitifs élevés peut aggraver la condition des animaux qu'on mange? Premier cas à examiner. Deuxième cas, est-ce qu'à défaut de l'aggraver, elle peut au moins la reconduire, quoi, la perpétuer? L'aggraver, je pense que c'est un argument totalement gratuit, quoi. Admettons, essayez de visionner la chose. Là, vous ouvrez votre journal. Les animaux, comme des grands singes, dauphins ou autres, sont personnifiés. À la simple lecture de cette phrase, un mépris immédiat des autres animaux, pire que celui qu'il est actuellement. Peut-être, mais ça demande un peu quand même une clarification. Des preuves de psychologie sociale. Moi, je ne veux pas jouer comme ça sur une simple hypothèse. Est-ce que, parce que les grands singes sont personnifiés, on va faire souffrir plus les animaux? On va dire, ah bah c'est pas si grave de faire... Faisons souffrir plus les autres animaux. J'en doute. Ok, alors, bon, personne n'a dit ça encore, vraiment, j'ai traité ça de manière un petit peu rhétorique, mais si elle ne l'aggrave pas, la condition des animaux qu'on mange, est-ce que la personnification des animaux, comme des grands singes, la reconduit? Est-ce qu'au moins elle la perpétue? Moi, je dirais, à ce niveau-là, ce n'est pas l'argument ultime, mais ça me paraît vraisemblable. Ceux à qui j'en ai parlé me disent, oui, ça a l'air un petit peu d'être vrai. Je dirais que c'est un peu naïf, quoi. C'est-à-dire, on dit, le critère précède les buts des humains. Les humains sont tellement rationnels, tellement extraordinaires, qu'en fait, ils fixent une liste de critères, et puis c'est ça qui crée leur but. Ça peut être dans le monde de Kant, éventuellement, mais enfin... Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Hein. C'est les buts qui forment les critères. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Dans l'Antiquité, la raison, même simplement instrumentale, est le critère de l'excellence humaine et qui donne les droits aux êtres rationnels de disposer des êtres dits irrationnels, humains ou autres animaux et autres catégories d'humains. Après, il se trouve que certains, enfin avec le temps, l'idée que les animaux sont rationnels fait son chemin. Montaigne le dit, Caron le dit, pas Émeric Caron, à l'époque. C'est H-O-2-0-N. Bon. Hume le dit, un certain nombre de philosophes disent oui, les animaux sont rationnels, quoi. Ils sont capables de faire des inférences déductives. On trouve ça. Et puis, déjà, les animaux peuvent être rationnels, puis autre chose, on peut se dire, est-ce que c'est le critère? La raison. Et c'est marrant parce qu'on trouve ces deux éléments réunis sous la plume du même auteur, Bentham. Vous connaissez tous le passage célèbre de Bentham sur peuvent-ils souffrir? La question est-il peuvent-ils souffrir? Et il dit dans le même passage que les êtres humains, certains êtres humains sont beaucoup moins rationnels que les animaux. Il dit ça, donc il met en question l'idée que les animaux seraient pas rationnels. Et juste après, il dit, mais de toute façon, le critère, c'est la sensibilité. Vous voyez, on a les deux attaques sur le critère millénaire de la raison. Mais bon, qu'à cela ne tienne, hein, Kant avait dit justement que le critère maintenant c'est l'autonomie morale, la raison pratique pure, et donc, chouette, nouveau critère. Donc ce que j'essaie de dire en gros, c'est qu'on trouve les critères au fur et à mesure, quoi, hein. La volonté de départ, c'est de dire les animaux sont en dessous, on a le droit d'en disposer. Et puis après, on trouve les critères au fur et à mesure. Il y aura toujours un philosophe pour trouver le bon critère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que si vous donnez une personnalité juridique au grand singe, eh ben, oui, d'accord, sur le critère de les facultés cognitives élevées ou la proximité biologique avec les humains, même, admettons, très bien, vous le donnez parce que vous mangez les autres. Quand vous les mangerez plus, si pour une raison ou pour une autre, les conditions changent et que vous les mangez plus, eh ben, les gens demain diront qu'on était d'odieux spécistes et puis ils changeront de critères. Voilà. Ce n'est pas un obstacle. Je ne crois pas. Anthropologiquement, je dirais ça. Bon, c'est qu'une hypothèse, hein, mais elle me semble vraisemblable. Donc, ce n'est pas encore une fois l'option qui est à ma faveur, moi je l'ai dit, c'est la condition et le critère, c'est la conscience. Mais bon, même si vous voulez, pour des raisons stratégiques, disons,
placer le curseur assez haut au niveau des facultés cognitives, ce n'est pas dramatique, je pense. Pour le statut, comment dire, la manière d'appréhender dans les mentalités les autres animaux. Donc, ce n'est pas nuisible. Hein. Est-ce que ça peut être utile maintenant? Je vais carrément imaginer l'hypothèse où la personnification des grands singes serait utile aux autres animaux, ce qui paraît donc du coup aller complètement à l'inverse de ce que d'autres ont dit. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient dit, mais ça a été dit quand même dans le projet Grand Singe, on va le voir tout de suite. Alors, on va un peu faire des allusions à le livre « Une raison de lutter » que j'ai écrit récemment et des conférences que j'ai données derrière, sur certaines hypothèses. Pour moi, la personnification des grands singes peut être utile aux animaux qu'on mange si une hypothèse se vérifie. Yves Bonnardel, qui est dans la salle, est pour moi celui qui a le mieux exprimé sous une forme très ramassée et très claire cette hypothèse que j'ai surnommée l'hypothèse de la mise en scène, qui consiste à dire que finalement, on mange les animaux pas simplement pour un intérêt d'utilité, pas simplement parce que c'est bon ou parce qu'on y voit des vertus diététiques, contestables, mais parce qu'on a à cela un intérêt de dignité. C'est-à-dire que quand on mange les animaux, on exprime par là l'infériorité des animaux dans la chaîne des êtres. Alors cette hypothèse a été faite par Yves Bonnardel, mais aussi par Florence Burgat, par Patrice Rouget et sans doute par beaucoup d'autres. Je n'ai pas tracé l'histoire exacte de ça, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui circule. Donc on a une hypothèse de la mise en scène. Alors, en quoi, si cette hypothèse est vraie, les animaux, comme les vaches, pourraient avoir un impact, enfin, les grands singes, la personnification des grands singes aurait un impact positif sur les vaches. Mais avant de répondre à cette question, je vais quand même aller un petit peu plus loin sur la question de l'hypothèse de la mise en scène, parce que quand vous parlez d'hypothèse de la mise en scène, ça semble un petit peu tiré par les cheveux. On se dit, bon, est-ce que les gens se posent ces questions ou c'est les antispécistes encore qui se triturent les ménages? Écoutez, si j'en crois la psychologie sociale, ce n'est pas forcément quelque chose d'inenvisageable. Je vais prendre un cas analogue qui a été découvert, en tout cas, soutenu en psychologie sociale. Bien entendu, on sait que la psychologie sociale, pour établir une vérité même relative, il faut quand même beaucoup d'études, mais bon, on va dire qu'il y a au moins une preuve d'une étude qui semble accréditer l'hypothèse que la mise en scène est possible. Récemment, donc, Uri Lifshin et ses collègues chercheurs en psychologie sociale ont pu démontrer que la mort des animaux peut participer de ce qu'on appelle la gestion de la peur de mourir, en fait. Vous savez, on a proposé à des répondants de répondre à certaines questions qui ne concernaient pas les animaux qu'on mange. Mais par exemple, je vais prendre un exemple, les animaux qu'on va tuer à la chasse pour, soi-disant, la régulation. Des gens vont dire, oui, c'est une raison rationnelle de tuer les animaux, la régulation. D'accord, ok. Raison affichée. Eh bien, quand vous posez cette question aux gens, en balançant de manière subliminale des têtes de mort, ce genre de choses qui rappellent la mortalité humaine, les gens, ça augmente. Les réponses ont tendance à augmenter en faveur du sacrifice des animaux. Étonnant. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour la théorie de la gestion de la peur, les gens vont affirmer une sorte de, vont gommer leur propre mortalité pour ne plus être comme de simples animaux mortels. Hein. Ils vont gérer la peur comme ça et dire, ils n'ont plus à gérer la peur finalement. Et ils vont dire, je ne suis pas un simple animal mortel. Et vous voyez, derrière des raisons affichées, on se trouve avec des raisons psychologiques. Alors, là, on ne parlait pas d'animaux qu'on mange. Pourquoi? Simplement parce que les auteurs de cette étude, ils savent que le meurtre en masse des animaux qu'on mange, il est admis, quoi. Ça va de soi, entre guillemets. Alors que pour la chasse, c'est plus controversé. Il y a des gens qui peuvent dire non, attendez, les gens sont quand même beaucoup contre la chasse. Vous voyez, il y a pas on a une acceptabilité aussi forte que pour la viande, parce que les gens tout simplement chassent pas. Et bien voilà, on a une preuve quand même que derrière des raisons affichées, il peut y avoir d'autres raisons cachées. Alors si c'est vrai dans ce cas-là, pourquoi pas pour l'hypothèse de la mise en scène? Peut-être que demain, des chercheurs en psychologie sociale vont prouver que l'hypothèse de la mise en scène est exacte. Soit dit en passant, il y aura un précédent parce que
Pour ce qui est de la menthaphobie, bon, moi j'ai parlé de menthaphobie, bien sûr d'autres en avaient parlé avant, c'est-à-dire l'idée qu'on nie la conscience des animaux pour les manger, quoi. Bah, ça a été dit avant la vérification expérimentale par des chercheurs en psychologie sociale. Donc peut-être la hypothèse, ou peut-être pas. En tout cas, c'est mon cadre. Si elle est vraie, si, c'est du conditionnel, alors posons-nous la question en quoi l'hypothèse de la mise en scène peut avoir un impact dans le débat sur la personnification des grands singes, l'utilité de la personnification des grands singes par rapport aux autres animaux. Eh bien, si on mange les animaux, vaches, cochons et autres, parce que d'un côté, il y a l'utilité, c'est bon, admettons, et de l'autre, il y a la dignité. Je suis supérieur, j'ingère un animal et je montre que comme ça, il est inférieur dans l'échelle des êtres. Eh bien, si vous personnifiez les grands singes, il va y avoir à un certain moment une sorte de chemin qui est pris contre l'idée de dignité humaine, tout simplement. Parce que, au minimum, quand vous personnifiez les grands singes, vous renoncez à l'anthropocentrisme ou au spécisme anthropocentriste. Vous dites, il y a un piédestal, il y a les humains, mais on va mettre aussi les grands singes, ou les dauphins, ou d'autres animaux. C'est quand même bizarre, dans un contexte pareil historique, une sorte de chemin, de vouloir affirmer une forme de dignité qu'on est déjà en train de partager, si vous voulez. Et moi, mon sentiment, ce n'est pas un argument massu, mais enfin, mon sentiment, c'est que si on prend ce chemin-là, il va y avoir une forme d'anachronisme à vouloir exprimer, par l'hypothèse de la mise en scène, donc, si elle est vraie, la dignité humaine. Donc, admettons que l'intérêt gustatif, qui est un des deux grands intérêts, disparaisse. Admettons que la viande, par exemple, de culture, viande in vitro, soit commercialisée. Il y a beaucoup de raisons pour les gens en psychologie sociale qui ont déjà été, ou disciplines, ou d'autres disciplines qui ont été analysées. On s'est rendu compte que, par exemple, les gens sont contre la viande in vitro parce que ce n'est pas naturel, le technoscepticisme, les risques peut-être pour la santé, on pense aux OGM, tout ça. Mais il y a une raison pour laquelle on peut être pour la viande in vitro, c'est le fait d'épargner les animaux. En tout cas, si demain la viande de culture est disponible, commercialisée, automatiquement, au moins l'intérêt gustatif, il est éliminé. Pourquoi manger de la viande d'animal alors que vous pouvez manger de la viande d'animaux, de la viande in vitro, pardon. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la dignité. Or, si on veut manger les animaux pour affirmer sa dignité, eh ben, la viande in vitro peut être un échec. On peut dire, non, je continue à manger un animal parce que ce que ne m'offre pas la viande in vitro, c'est la mort des animaux. Comme dit Florence Burga et Jean-François Nordman, c'est le cauchemar du carnivore. Pas assez violent, pas assez de mort animale, pas assez de dignité humaine. Donc si l'hypothèse de la mise en scène se vérifie, si c'est vrai, ce que disent Florence Burga, Yves Denard et les autres, eh ben, pour moi, à partir du moment où d'autres animaux partagent le piédestal humain, eh ben, on prend un chemin qui va contre, de toute façon, logiquement, qui va contre cette dignité humaine exclusive et destructrice, prédatrice des autres animaux. Donc peut-être que par ce biais-là, peut-être qu'on peut arriver finalement à avoir un impact positif, et c'est à ça que je m'intéresse, puisque, encore une fois, je suis pour la personnification des grands singes, mais je suis aussi pour éliminer le massacre des animaux. Alors, je me dis, si les grands singes ou d'autres animaux sont personnifiés, on va entrer dans une nouvelle ère, enfin, on sera dans une autre ambiance, une ambiance anti-anthropocentriste et une ambiance qui prend le chemin qui prend un chemin où on ne cherche pas à détruire les animaux pour affirmer notre dignité. Voilà. Il y a une tension qui va s'instaurer à ce moment-là. Encore une fois, si l'hypothèse de la mise en scène est vraie, et elle peut être fausse. Je vais en arriver à la dernière question, c'est comment personnifier juridiquement les grands singes. On a dit pourquoi personnifier les animaux, pourquoi personnifier juridiquement les grands singes, maintenant comment personnifier juridiquement les grands singes. Parce qu'il va sans dire que si vous pensez que ça peut avoir un impact positif, si l'hypothèse de la mise en scène est vraie, de personnifier les grands singes par rapport aux autres animaux,
Encore faut-il que vous ayez personnifié les animaux de la manière qui convient. Et on l'a dit tout à l'heure, la manière qui convient, puisqu'il est question de dignité, on tue les animaux, on les mange pour notre dignité. La manière qui convient, c'est une personnalité porteuse de dignité, donc la dignité formelle. Comment faire pour que la personnalité juridique des animaux soit porteuse d'une dignité formelle? Eh bien ça, c'est un vrai débat juridique, c'est pas quelque chose qu'on va improviser. Et malheureusement, moi je constate que sur ces questions-là, il y a une forme de légèreté. Et je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment réfléchi à la question de savoir comment la personnalité des grands singes peut concrètement impliquer une dignité formelle. Bon, un petit point avant de regarder ça. On a dit donc la personnification porteuse d'une dignité formelle, voilà, représente un intérêt spécifique par rapport à la protection objective. On pourrait dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une personnification de ce genre-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une personnalité porteuse d'une dignité formelle? Je veux dire, s'il y a déjà une dignité substantielle. Pourquoi voulez-vous que le droit dise ce que les gens pensent déjà, quoi? On peut se poser la question. En fait, moi, la réponse que je donnerais, mais que donnent beaucoup d'autres auteurs et que peut-être beaucoup de gens donneraient spontanément, c'est que, comme on le dit généralement, le droit, c'est quelque chose qui a un intérêt vraiment pratique, c'est-à-dire, voilà, telle peine pour telle chose, tel contrat sous telle condition, etc. Mais il y a un aspect symbolique dans le droit. Et si les gens luttent pour obtenir des choses par la loi, c'est aussi pour cet aspect symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est que toute valeur est sujette à contestation, à contingence. Vous dites que les animaux ont une dignité substantielle, très bien, mais vous en avez une preuve, c'est peut-être vous qui pensez ça, les antispécistes, mais bon, notre société ne le pense pas. Et bien, quand c'est inscrit dans le droit, on peut dire si, elle le pense. Parce que le droit est l'expression de minimum de la majorité. Donc, c'est les valeurs qu'une société va clamer haut et fort et soustraire à la contingence d'un débat, d'opinion où toute opinion se vaut. Toutes les opinions se valent. Alors, donc, comment personnifier les grands singes de sorte qu'ils aient une dignité formelle? Voilà la question. Alors, je vais distinguer très rapidement, voilà, il y a deux possibilités. Le projet grand singe et l'autre possibilité que je vais soutenir. Le projet grand singe, ça va très vite. Comment personnifier les animaux de manière à ce qu'ils aient une dignité formelle, les grands singes? C'est simple, vous leur donnez les droits de l'homme. Ipso facto, droits de l'homme, dignité. Vous étendez les droits de l'homme aux grands singes. Voilà, c'est réglé. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va de soi. J'ai parlé tout à l'heure d'un sondage sur la personnalité juridique des grands singes avec des droits inhérents à la dignité. Je n'ai pas parlé de droits de l'homme des grands singes. Peut-être que là, on aurait des résultats un peu moins bons. De plus, ça pose un problème. C'est l'inclusion future des autres animaux. D'accord, les grands singes, ça fait un petit peu homo, vous voyez. D'ailleurs, certains plaident pour l'inclusion, des grands singes dans le genre homo. C'est un débat scientifique, c'est classification. Mais pour les poules ou les truites, comme on pourrait prendre l'expression, homme, la truite est un homme. Bon, moi, je veux bien, ça ne me dérangerait pas, mais je ne suis pas certain que c'est ce qui va se produire, avant un millénaire peut-être. Donc, je crois que voilà, c'est ambitieux, mais ça posera des difficultés à un moment ou à un autre d'un point de vue antispéciste. Alors, bien sûr, demain, on pourra changer les critères, j'ai parlé de tout ça, donc ce n'est pas dramatique. Encore une fois, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Mais pourquoi s'exposer à des difficultés qu'on peut éviter? Ce que nous voulons à travers les droits de l'homme, si on recherche une dignité, c'est une dignité. Une personnalité juridique porteuse d'une dignité formelle. Et on n'a pas besoin de passer par les droits de l'homme pour ça, quoi. C'est ça que je vais voir à présent, c'est comment une personnalité qui ne serait pas celle des droits de l'homme, qui ne serait pas constituée des droits de l'homme, pourrait avoir une dignité formelle. Alors, comment personnifier les grands singes de sorte qu'ils aient une dignité formelle? Est-ce qu'il suffit, comme la loi suisse, de dire les animaux ont une dignité?
D'accord, très bien. Bon, bah, c'est bien, les animaux qu'on envoie à l'abattoir ont une dignité. Bah, peut-être que ça parle à certains, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça fait des jolis mots dans une loi, mais concrètement, ça ne change strictement rien. Voire, c'est absurde. En fait, il y a une sorte de cosmétique juridique, mais qui ne va pas très loin. Hein. Je pense que tout le monde peut comprendre que mettre un mot dans une loi, ce n'est pas ça qui change les représentations collectives, dès lors que ce mot dans la loi est en contradiction avec la réalité. On ne peut pas faire gober aux gens l'idée que les animaux sont des êtres aussi dignes que nous, mais on les envoie à l'abattoir. Alors, on va essayer d'être, d'avoir une sorte de manuel. C'est ce que j'essaie de faire. Il sera amélioré par moi ou par d'autres. Mais je pars sur une première liste de critères. Je ne crois pas que ça a été fait avant, et c'est dommage, parce qu'on est en train de parler de choses qui sont déjà en cours, en train d'être faites. Quelles sont les manifestations de la dignité des animaux dans le droit, la dignité formelle? Je vais avoir deux séries de critères. Première série de critères, ce que j'appelle le verbatim juridique. Ce que dit le droit, les mots. Ça, je vais le distinguer en deux parties. Une manifestation topologique, j'expliquerai après ce que c'est, et une manifestation terminologique. Voilà pour le verbatim du droit. Ensuite, il y aura une deuxième série de manifestations qui va être une manifestation, je dirais, normative. Je n'ai pas encore trouvé exactement le terme que je voulais. Là, on est dans plutôt ce que prévoit concrètement le droit. On va donc voir d'abord le verbatim juridique. En droit, en tout cas en droit français, en droit en général, il y a deux pans du droit importants, le droit civil, le droit pénal. Je mets de côté le droit administratif. Si vous voulez exprimer des valeurs d'une société, ça va passer un moment par le droit civil et le droit pénal. La réforme du Code civil, c'était dans le Code civil. Alors, je parle du droit français, mais ce que je dis doit être normalement à peu près pertinent pour tous les pays de tradition romano-germaniste, comme on dit, dont le système juridique est comparable. Pour les pays de common law, vous voyez, on regardera Stephen Wise, c'est autre chose. Moi, je me fie simplement à, voilà, nous, francophones, on a cette question de la personnalité juridique qu'on doit gérer. Quels sont nos critères? Comment on personnifie les grands singes en ayant en vue l'idée que ça pourrait être utile aux autres animaux? Comment on les personnifie de manière qu'ils aient une dignité formelle? Puisque si on n'a pas une dignité qui est partagée entre les humains et les autres animaux, et certains autres animaux, on n'a aucun espoir que ça irrigue l'ensemble des animaux. Sur le plan civil, les animaux, le Code civil, les animaux sont actuellement situés principalement au livre 2, intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété », article 515-14. Eh bien, si les grands singes sont des êtres doués de dignité, normalement, ils devraient être déplacés du livre 1, enfin, là, ils sont au livre 2, ils devraient être déplacés au livre 1, le livre qui s'appelle « Des personnes », quitte à leur consacrer un titre spécifique au sein de ce livre. Ils sont au livre 2, ils doivent aller au livre 1. Oui, le livre des personnes. Ils quittent un livre pour aller au livre des personnes, ça me paraît logique. Cela dit, une solution moins ambitieuse pourrait être proposée, ce serait de modifier l'intitulé du livre lui-même, du livre 2. Peut-être en distinguant les personnes animales des autres animaux et des biens. C'est moins ambitieux, et quelque part, cette proximité avec les biens laisse planer une sorte de doute sur la dignité formelle des animaux. Une autre solution serait de créer pour les grands singes et les autres animaux appelés à les rejoindre, les animaux dont la condition n'est pas rédhibitoire, ce serait de créer un livre spécifique qu'on intitulerait « Des personnes non humaines ». Je pense que là, on aurait une préservation de la dignité de ces animaux du moment que les dispositions pertinentes en matière de dignité animale, sur le plan civil, s'appliquent à eux, bien sûr. Maintenant, voyons le plan pénal, qui est sans doute le plan le plus important au regard de cette dignité. Les animaux sont actuellement situés principalement au livre 5, qui s'appelle
qui est intitulé « Des autres crimes et délits ». Titre 2, autres dispositions, chapitre unique des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, articles 521-1 et 521-2 du Code pénal. Eh bien, si les grands singes sont des personnes douées de dignité, ils devraient, en toute logique, être déplacés au livre 2, intitulé « Des crimes et délits contre les personnes », qui est encore une fois à leur consacrer un titre spécifique au sein de ce livre. C'est logique, vous devenez une personne, on déplace. Ça, c'est la manifestation topologique, topos, le lieu. Dans les codes, selon que vous avez une dignité ou pas, on vous déplace. Mais contrairement à ce qui se passe pour le Code civil, puisque je vous ai dit, les animaux sont avec d'autres modifications de la propriété, même si aujourd'hui on dit que les animaux sont soumis seulement au régime des biens, bon, l'intitulé n'a pas changé, ce qui est d'ailleurs regretté par certains auteurs. Mais dans le livre du Code pénal dans lequel ils sont actuellement, le livre 5, les animaux ne sont pas avec les biens, ils sont avec les humains. Parce qu'il est question d'infraction en matière biomédicale ou au regard de la santé publique, si je me rappelle bien. Bon. Et donc, si vous voulez, on a des animaux qui partagent un livre avec des biens, donc avec les humains. Donc, a priori, pas de problème de dignité à ce niveau-là. Mais, pour autant, et là j'en viens à la deuxième série de manifestations, la manifestation terminologique. Est-ce qu'on va appliquer le mot meurtre qui est dans le Code pénal aux animaux comme les grands singes? Ça, c'est une question importante. Si vous dites que les animaux, comme des grands singes, ont une personnalité, mais vous n'appliquez pas à ces animaux la terminologie qui est habituellement appliquée aux humains qui sont doués de dignité, vous semblez vous contredire, dire ils ont une personnalité, etc., mais ce n'est pas un meurtre. Vous voyez? Donc là, c'est encore un critère. Hein. Si vous voulez personnifier les animaux comme les grands singes, posez-vous ces questions-là. Est-ce qu'on va appliquer le terme meurtre? Donc on a vu le critère topologique, critère terminologique. Maintenant, voyons ce que prévoit le droit. Ce qui se passe, c'est que sur le plan pénal, je vais rester sur le plan pénal, le plan civil, c'est un peu compliqué, ça nécessiterait toute une analyse, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, surtout que je ne suis pas au point sur cette question. Donc je reste sur le plan pénal, parce que ça me paraît le plus important, le moins sujet à contestation et le moins sujet à interprétation. Pour le plan civil, ça me paraît pour l'instant pas forcément pertinent d'en faire quelque chose d'égale importance que le plan pénal. Eh bien, qu'est-ce qu'on a actuellement? Les animaux, tous les animaux, sont protégés des actes de cruauté. Ça signifie quoi? Eh bien, un animal auquel vous portez atteinte par des actes de cruauté, des actes de maltraitance, vous pouvez prendre jusqu'à 2 ans de prison. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre le sort des animaux tel qu'il est réglé dans le Code pénal et le sort des humains. Une peine de meurtre, ce n'est pas la même chose que 2 ans d'emprisonnement. Donc si vous avez une dignité des grands singes, normalement, les peines devraient augmenter. Si l'écart est ridicule, encore une fois, il y aura une contradiction entre le mot, la cosmétique, et le fond, ce que prévoit le droit. Alors ça ne veut pas dire forcément que les peines doivent être identiques. On peut très bien imaginer une dignité moindre, mais l'écart ne doit pas être ridiculement faible. Je prends un exemple, je vous parlais tout à l'heure de la vie des chiens et des chats qui est protégée, mais c'est une peine contraventionnelle. 1 500 €. Si vous aviez ça pour les humains, on ne dirait pas qu'ils sont doués d'une dignité. Parce qu'on dirait, vous tuez un humain, vous prenez une peine au pire, 1 500 €, 3 000 en cas de récidive dans certains cas. Bon. Donc, vous voyez, normalement, une personnification des animaux, elle devrait s'accompagner quand même de ce genre de choses, d'une aggravation des peines. Vous voyez, ce genre de tous ces critères qui s'associent les uns les autres. Alors après, on peut me demander, quels sont les critères les plus importants? Est-ce que c'est les critères du verbatim ou juridique ou les critères plutôt de l'action? Alors moi, j'aurais tendance à dire c'est plutôt les critères que je viens de donner à l'instant, c'est-à-dire des peines. Parce que si demain, vous n'appliquez pas le terme meurtre au grand singe, mais si vous prenez quand même 20 ans de prison, je peux vous assurer que tout le monde comprendra qu'on est dans un autre univers. Mais c'est quand même mieux d'avoir le verbatim aussi.
Autant aller jusqu'au bout de la démarche. Mais on est d'accord, c'est prioritaire. Et l'inverse n'est pas vrai. Si vous dites que les animaux sont victimes de meurtre et vous prenez 200 € d'amende, non. J'en conclus. Alors, tout ce que je viens de dire, tous les critères que je viens de donner, bien sûr, hein, vous l'avez compris, ça suppose des changements qui vont bien au-delà d'un simple mot inscrit dans la loi, et c'est souvent comme ça que sont présentées les choses jusqu'à présent. Donc, si les abolitionnistes ont quelque chose à savoir, hein, s'ils doivent retenir un message, c'est celui-là. Attribuer une personnalité aux animaux, ce n'est pas attribuer une dignité aux animaux. Et donc, si c'est ça qu'on recherche, finalement, parce qu'on pourrait obtenir la protection de la condition des animaux par une protection objective, peut-être plus simple d'ailleurs, plus facile à obtenir. Si on recherche quelque chose comme la dignité, il ne faut pas se satisfaire d'un simple mot de cosmétique dans les textes. Parce que là, on n'y arrivera pas, tout simplement. Voilà, je vous remercie.